L'éthique de la psychanalyse de Jacques Lacan, leçon du 18 mai 1960. Il m'a semblé ce matin qu'il n'était pas excessif de commencer mon séminaire en posant cette question. Avons-nous passé la ligne ? Il ne s'agit pas de ce que nous faisons ici, il s'agit de ce qui se passe dans ce monde où nous vivons. Ce n'est pas parce que ce qu'il s'y profère fait du bruit assez vulgaire pour nous que nous ne l'entendions pas. Au moment où je vous parle du paradoxe du désir, en ce qu'il consiste, en ce que les biens le masquent, vous pouvez entendre dehors les discours effroyables de la puissance. Il n'y a pas à se demander s'ils sont sincères ou hypocrites, s'ils veulent la paix, s'ils calculent les risques. S'il y a une impression dans un pareil moment qui domine, c'est bien celle de ce qui peut passer pour un bien prescriptible. L'information servira d'appel, de capture pour les foules impuissantes auxquelles on la déverse comme une liqueur qui étourdit, au moment où elles glisseront vers l'abattoir. On en est à se demander si on oserait faire éclater le cataclysme, si d'abord on ne lâchait pas bride à ce grand bruit de voix. Y a-t-il plus consternant que cet écho répercuté dans ces petits appareils dont nous sommes tous pourvus, de ce qu'on appelle une conférence de presse, à savoir ces questions stupidement répétées auxquelles le leader répond avec une fausse aisance, appelant des questions plus intéressantes et se permettant à l'occasion de faire de l'esprit. Hier, il y en a un, je ne sais où, à Paris ou à Bruxelles, qui nous a parlé de lendemain qui déchante. C'est drôle. Il ne vous semble pas que la seule façon d'accommoder votre oreille à ce qui a retenti ne peut se formuler que sous la forme « qu'est-ce que ça veut ? Où est-ce que ça veut en venir ?» Cependant, chacun s'endort avec le molle oreiller de « ça n'est pas possible », alors qu'il n'y a rien de plus possible, que c'est même cela par excellence, le possible, que le domaine du possible, que l'homme vise dans le possible, c'est pour que cela soit possible. Cela est possible parce que le possible, c'est ce qui peut répondre à la demande de l'homme, et que l'homme ne sait pas ce qu'il met en mouvement avec sa demande. Le redoutable inconnu au-delà de la ligne, c'est ce quelque chose qui en l'homme est ce que nous appelons l'inconscient, c'est-à-dire la mémoire de ce qu'il oublie. Et ce qu'il oublie, après tout, vous pouvez voir dans quelle direction c'est, ce qu'il oublie, c'est ce à quoi tout est fait pour qu'il ne pense pas. C'est la puanteur. C'est la corruption toujours ouverte comme un abîme, c'est la vie, c'est la pourriture. C'est plus encore depuis quelque temps, c'est vraiment actuel pour nous, cette anarchie des formes, cette destruction seconde dont Sade vous parlait l'autre jour dans la citation que j'en ai extraite, celle qui fait appel à la subversion au-delà même du cycle de la génération corruption. Avec cette destruction seconde, ce mouvement des formes en tant qu'elles se réengendrent, avec cette possibilité soudain pour nous tangible, avec l'effet menaçant d'anarchie chromosomique, que même les amarres des formes de la vie soient rompues. Les monstres obsédaient beaucoup ceux qui, les derniers au XVIIIe siècle, parlaient encore, donnaient un sens à ce mot de la nature,
Il y a longtemps qu'on accorde plus d'importance aux veaux à 6 pattes, aux enfants à 2 têtes, que pourtant, peut-être, maintenant nous allons voir reparaître, si les choses commencent, par milliers. C'est pourquoi, quand nous demandons ici, qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette barrière gardée par la structure du monde du bien, et où est pourtant ce point qui fait virer, tourner, graviter, pivoter sur lui-même ce monde du bien pour attendre qu'il nous entraîne tous à notre perte? C'est pourquoi notre question a un sens dont je crois qu'il n'était pas vain de vous rappeler le caractère terriblement actuel. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette barrière? N'oublions pas au départ que si nous savons qu'il y a barrière et qu'il y a au-delà, ce qu'il y a au-delà, nous n'en savons rien. Il est un faux départ de dire, comme certains l'ont dit, partant de la psychologie individuelle, en partant de notre expérience, que c'est le monde de la peur. Centrer notre vie, c'est centrer même notre culte sur ceci comme terme dernier, la peur, et c'est une erreur que nous n'avons pas le droit de faire parce que nous savons que le monde de la peur et de ses fantômes est une défense déjà localisable, déjà pour nous a un sens, est déjà pour l'homme une protection contre quelque chose qui est au-delà et qui est précisément ce que nous ne savons pas. C'est bien le moment où ces choses sont là possibles et pourtant enveloppées d'une sorte d'interdit d'y penser, de vous faire remarquer la distance et la proximité qui lient ce possible avec ces textes extravagants que j'ai pris cette année comme pivot d'une certaine démonstration, les textes de Sade, et de vous faire remarquer que si la lecture de ces textes et leur accumulation d'horreurs n'engendre, ne disons pas à la longue, simplement à l'usage, chez nous qu'incrédulité et dégoût, et ce n'est en quelque sorte qu'au passage, en un bref flash, en un éclair, ce que de telles images peuvent en nous faire vibrer ce quelque chose d'étrange qui s'appelle le désir pervers. C'est pour autant que pour nous y entre l'arrière-plan de l'éros naturel, qu'en fin de compte tout rapport, toute relation imaginaire, voire réelle de la recherche propre au désir pervers, n'est là que pour nous suggérer l'impuissance du désir naturel, du désir de nature des sens à aller bien loin dans ce sens. C'est lui qui, sur ce chemin, cède vite et cède le premier. C'est bien là ce à quoi se voit que, s'il est certain que c'est à juste titre que la pensée de l'homme moderne cherche là l'amorce, la trace, le départ, un sentier vers la connaissance de soi-même, vers le mystère du désir. D'autre part, il semble que toute la fascination que cette amorce exerce sur les études, tant scientifiques que littéraires, sur les ébats du sexus, du plexus et du nexus d'un écrivain, certes non sans talent. En fin de compte, tout ceci échoue sur une sorte de délectation assez stérile. Assurément, il faut bien que le fil de la méthode nous manque pour qu'après tout, nous voyions que tout ce qui a pu, scientifique et littéraire, être élucubré dans ce sens, est depuis longtemps dépassé d'avance et radicalement périmé par les élucubrations de ce qui n'était après tout qu'un petit hobereau de province, manifestant un exemplaire social de la décomposition du type de noble, au moment où allaient être radicalement abolis ses privilèges.
il n'en reste pas moins que toute cette formidable élucubration d'horreurs, devant lesquelles non seulement les sens et la possibilité humaine, mais l'imagination fléchissent, ne sont strictement rien auprès de ce qui se passera, se verra, sera effectivement sous nos yeux à l'échelle collective, si le grand, le réel déchaînement qui nous menace éclate. La seule différence qu'il y a entre l'exorbitance des descriptions de Sade et ce que représentera une telle catastrophe, c'est que dans la modification de la seconde ne sera entré aucun motif de plaisir. Ce n'est pas des pervers qui la déclencheront, ce sera des bureaucrates dont il n'est même pas question de savoir s'ils seront bien ou mal intentionnés. Ce sera déclenché sur ordre, et cela se perpétuera selon les règles, les rouages, les échelons qui obéiront, les volontés étant employées, abolies, courbées vers une tâche qui perd ici son sens. Cette tâche sera la résorption d'un insondable déchet. Car n'oublions pas que c'est là depuis toujours une des dimensions dans laquelle pourrait se définir, se reconnaître ce que l'autre, le doux rêveur, appelait gentiment l'hominisation de la planète. Pour ce qui est de reconnaître le passage, le pas, la marque, la trace, la pomme de l'homme, nous pouvons être tranquilles. Si nous trouvons une accumulation titanesque d'écailles d'huîtres, ça ne peut manifestement être que des hommes qui sont passés par là. Je veux dire une accumulation de déchets en désordre. Il y a des époques géologiques qui ont laissé, elles aussi, leurs déchets. Ils nous permettent de reconnaître quelque chose, un ordre. Le tas d'ordures, voilà une des phases qu'il conviendrait de ne pas méconnaître de la dimension humaine. Maintenant, après avoir profilé ce tumulus à l'horizon possible de la politique du bien général, du bien de la communauté, nous allons reprendre notre marche où nous l'avons laissée la dernière fois et tâcher de comprendre ce que veut dire, ce que signifie, ce que comporte l'horizon de la recherche du bien, à partir du moment où il a été démystifié, de cette erreur de jugement dont je vous ai donné le terme dans le passage de saint Augustin, à savoir que c'est par le procédé mental de la soustraction du bien au bien qu'on arriverait à cette méthode qui consisterait à réfuter l'existence de toute autre chose que du bien dans l'être, sous prétexte que l'irréductible, étant alors comme tel plus parfait que ce qui était avant, ne saurait être le mal. Le raisonnement de saint Augustin est bien quelque chose qui nous surprend. Je dirais que je laisse ouvert la question. Que signifie l'apparition historique d'une telle forme de pensée? Il faut bien penser, pour nous, la laisser en arrière. Que signifie la position du bien défini, telle que nous l'avons définie la dernière fois? Du bien comme de ce quelque chose qui, dans la création symbolique, est considéré comme l'initium, d'où part la destinée du sujet humain dans son explication avec le signifiant, ce qui, dans ce bien, se présente comme l'objet du partage, et du même coup manifeste sa véritable nature, sa duplicité profonde de bien, qui est qu'il n'est pas purement et simplement le bien naturel, ce qui répond à un besoin, mais ce qui est pouvoir possible, puissance de satisfaire, et qui de ce fait organise tout le rapport de l'homme avec le réel des biens, par rapport à ce pouvoir qui est le pouvoir qu'a l'autre imaginaire, vous ai-je dit, de l'en priver.